Donc, pour résumer ce que je viens de vous exposer, ce qu'on va dire, c'est qu'une famille organisée et harmonieuse, elle a un ou plusieurs rêves en commun, c'est-à-dire partagés par l'ensemble des membres de la famille, voire souvent d'ailleurs par d'autres personnes que les membres de la famille. Donc elle a un rêve partagé. Donc du coup, on va arriver sur la notion de gouvernance familiale. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance familiale? Eh bien, c'est tout simplement une bonne gestion de ce rêve partagé. C'est-à-dire que dans un premier temps, on découvre le rêve partagé, on le formule, on l'explicite. Très beau travail, très long, très difficile. Et quand on a la chance de le voir, de le découvrir, qu'est-ce que c'est que mon rêve partagé avec les autres, eh bien, on s'organise pour gérer ce rêve partagé, puisque avec le temps, le rêve partagé évolue. C'est-à-dire que les uns et les autres, on a des âges différents dans la salle, et dans une famille, on a 20 ans, on a un rêve, voilà, et on n'a plus le même à 60. Alors, moi, j'ai eu des rêves à 20 ans, j'en ai beaucoup maintenant, et quand j'y réfléchis, on voit que ce ne sont plus les mêmes. Donc, du coup, le rêve partagé de la famille, forcément, il est évolutif. Il doit suivre le temps et la vie des membres de la famille. Donc, du coup, il est géré en permanence par cette gestion harmonieuse dans la gouvernance familiale qui sert avant tout à gérer le rêve partagé. Et donc, du coup, les rêves évoluent avec le temps. Et donc, si la famille n'y prend pas garde, on va passer d'une situation où le conseil de famille gère un rêve partagé à une situation où le conseil de famille va gérer des individus et qui vont juxtaposer et coexister avec des rêves très différents les uns des autres. Et donc on va arriver à une cohabitation, et qui petit à petit, avec le temps, va arriver à mettre les uns à côté des autres des rêves antagonistes. C'est-à-dire qu'il y aura des conflits d'intérêts entre les rêves. Et ça, c'est une situation qui est grave, parce que finalement, c'est ça qui crée des clichés, des malentendus, et qui crée des tensions extrêmement dures, et surtout extrêmement difficiles à dénouer. Donc, cette gouvernance, qui va gérer le rêve partagé, elle repose sur quatre structures qui sont dédiées à la gestion de la famille, de l'entreprise familiale, donc de ce rêve partagé. Et dans ces quatre structures, c'est le conseil de famille, l'assemblée des actionnaires, le conseil d'administration et l'équipe de management. Ce sont 4 points qui gèrent, chacun à son niveau, chacun avec ses compétences et ses obligations, qui gèrent finalement l'entreprise familiale, donc ses résultats, donc son rayonnement, et donc le rêve partagé de cette famille. Est-ce que la société prend trop de risques? Voilà, vous êtes dans une famille, l'assemblée générale ne se parle plus, les gars sont un peu en tension, ils ne sont plus capables de prendre une décision en commun. Qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée générale? Eh bien, forcément, l'assemblée générale ne va pas pouvoir arbitrer ce qu'on appelle dans le livre de management le ratio risque-rentabilité, qui est l'arbitrage qu'on fait toujours dans ces enseignements-là. On doit analyser le risque par rapport au profit attendu. Et donc, c'est l'arbitrage risque-rentabilité qui est en cause. Et une famille qui ne parle plus, qui est dans une harmonie, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de décider ça toute seule. Qu'est-ce que fait un manager dans cette gestion familiale? Bien entendu, un manager contribue au passage de témoins dans les changements d'hommes des familles. Forcément, il est concerné par le passage de génération. Quelqu'un qui a 50 ans, qui dirige une boîte et qui a une famille d'aujourd'hui, c'est pas même pour lui qu'il y ait quelqu'un qui change dans la famille, qui est son patron ou son interlocuteur. Il est sensible à ce que ce soit un jeune ou moins jeune, qu'il y ait une continuité, pas continuité, enfin bref, il est concerné aussi. Ce qui paraît commun à tout le monde, c'est que d'abord il faut restaurer la communication. Les familles qui sont en disharmonie, qui ne s'entendent pas, c'est des familles qui ont un point commun, c'est qu'elles ne se parlent plus. Ou tout du moins mal. Ou tout du moins, quand elles se parlent, elles font ce que j'appelle des clichés. Et ce qu'on peut voir, c'est que simplement la communication dans une famille, finalement, c'est faire communiquer des gens dans un domaine où l'affect domine tout, où il n'y a plus du tout de réflexion. C'est-à-dire, dans les familles, c'est extraordinaire. On arrive à des moments où il y a tellement de bêtises, parce que l'affect est tellement puissant qu'il n'y a plus de réflexion du tout. Et donc, ça veut dire que pour restaurer la communication dans une famille, c'est impossible d'y arriver s'il n'y a pas un tiers. La famille elle-même ne peut pas se remettre à parler toute seule. C'est impossible. Et donc, s'il y avait un conseil à donner, c'est dans une famille qui commence à s'engueuler, qui commence à dysfonctionner, il faut à tout prix trouver un type qui va les faire parler entre eux. Et qui va simplement faire que ça.